Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Terrier, je travaille dans le service de médecine interne de l'hôpital Cochin, qui est un centre de référence maladies auto-immunes et systémiques rares. Et je vais vous parler aujourd'hui du purpura rhumatoïde, que l'on appelle maintenant la vascularite AIGA de l'adulte, et aborder la question du diagnostic. Alors vous pourrez ici trouver quelques-uns de mes conflits d'intérêts. Donc, la vascularite AIGA, c'est une vascularite systémique qui a été décrite il y a maintenant un peu plus de 2 siècles, tout d'abord par Eberden puis par Schönlen sur l'association en tout cas du purpura et des arthralgies, plutôt d'horaires inflammatoires, et c'est un petit peu plus tardivement que Enoch a rapporté les atteintes digestives et l'atteinte rénale, et ça a initialement en tout cas laissé le nom à la pathologie de purpura de Schönlen-Enoch ou d'Enoch Schönlen en fonction de la langue anglo-saxonne ou française. Maintenant, on l'appelle la vascularite AIGA de l'adulte, étant donné que lors de la dernière nomenclature des vascularites de 2012 à Chapel Hill, il y a eu un souhait de changer le nom des maladies éponymes par des noms plus proches de la physiopathologie. Alors c'est une pathologie qui est assez fréquente chez l'enfant, avec, comme vous pouvez le voir, une incidence surtout entre les âges de 4 et 7 ans de 3 à 26 pour 100 000 habitants, et alors qu'elle est beaucoup plus rare chez l'adulte, puisque vous voyez c'est de l'ordre de 1 à 1,8 selon les études pour 100 000 habitants. Et aujourd'hui donc le propos est vraiment la vascularite AIGA de l'adulte, et je vais probablement le redire à plusieurs reprises, mais ce qui la caractérise, cette forme de l'adulte, c'est d'être plus sévère que la forme de l'enfant qui est le plus souvent bénigne. Alors comme je vous le disais, la nomenclature de Chapel Hill qui a un petit peu défini les vascularites selon la taille, la taille des vaisseaux touchés, eh bien définit la vascularite AIGA comme une vascularite avec des dépôts de complexe humain, des dépôts prédominants d'IgA1 qui va toucher les vaisseaux de petit calibre, notamment les capillaires, les vénules, les artérioles. Elle va toucher la peau, le tube digestif et les articulations, ça de manière fréquente, mais il y a également une atteinte rénale, et ce qui est important, c'est qu'il est précisé qu'elle est très difficile à distinguer, voire même indistinguable, de l'atteinte rénale de la néphropathie AIGA, et donc on pourrait rapprocher stricto sensu cette vascularité AIGA d'une néphropathie AIGA avec des manifestations de vascularite extrarénale. Il y a eu des critères de classification en 1990 qui avaient pour but de distinguer la vascularite AIGA au sein des autres vascularites. Donc ce qui est très important dans ces critères de classification des vascularites, c'est qu'on part du principe que le patient a une vascularite. Et vous voyez, il y avait 4 critères proposés: l'âge inférieur à 20 ans, le purpura, les douleurs abdominales et une biopsie retrouvant des polynucléaires au niveau des vaisseaux de petit calibre. Et on pouvait classer le patient en ayant une vascularite AIGA s'il y avait au moins 2 de ces critères. Très clairement, ce qu'on voit, c'est que ces classifications et ces critères sont utiles pour l'enfant, notamment compte tenu de l'adulte jeune, mais qui sont non adaptés en tout cas chez l'adulte, puisqu'on voit que c'est surtout dans les populations pédiatriques ou en tout cas chez l'adulte jeune que les patients avaient été inclus dans ces critères, et donc elle n'est pas forcément parfaitement applicable. Il y a eu également d'autres critères de classification des pédiatres, en tout cas européens, donc de Lelard, Printo Press en 2010, et qui enlever la notion de l'âge, donc on pourrait voir cela de manière un peu plus proche peut-être de critères applicables chez l'adulte, puisqu'il fallait une vascularite, pour parler de vascularité AIGA, un purpura en tout cas, qui était un critère obligatoire, avec au moins un des critères suivants que sont les douleurs abdominales, les arthrites, l'atteinte rénale et les dépôts d'IgA en histologie. Et donc dès que vous aviez un purpura plus un de ces 4 critères, chez l'enfant on peut parler de vascularite AIGA. Et en fait ils sont là encore inapplicables chez l'adulte. Pourquoi ? Eh bien parce que les vascularites des petits vaisseaux, chez l'enfant, par argument de fréquence, ça va être de très loin la vascularite AIGA, et vous voyez bien qu'un purpura avec une atteinte rénale chez l'adulte, ça peut être une autre vascularite des vaisseaux de petit calibre, une cryoglobuline, une vascularite à ANCA, et que donc malheureusement ces critères ne sont pas non plus du tout applicables chez l'adulte, chez lesquels donc il manque clairement des critères. Alors, du point de vue clinique, c'est assez simple, c'est une triade: arthralgie,
inflammatoire, purpura vasculaire, douleur abdominale. Et encore une fois, je vais vous le dire plusieurs fois, mais c'est beaucoup plus grave chez l'adulte que chez l'enfant. Et là encore, le pronostic, il ne va pas falloir perdre de vue que le pronostic à court terme, il est lié à la sévérité potentielle de l'atteinte digestive et le pronostic à long terme à l'atteinte rénale. Alors le purpura vasculaire, il est quasiment constant, et puis même dans certains critères de classification, comme vous avez pu le voir dans la population pédiatrique de Printo-Press, eh bien, il est obligatoire. Il peut être nécrotique, hémorragique, voire bulleux, ce qui est une particularité. Et il a la particularité, du purpura rhumatoïde, de vraiment être très ascendant, pouvant toucher les fesses, l'abdomen, voire les membres supérieurs, ce qui est beaucoup moins fréquent dans les autres vascularites des petits vaisseaux. Généralement, ça disparaît en une quinzaine de jours et soit le patient, et notamment chez l'enfant, va avoir une seule poussée, soit il ne va pas y avoir plusieurs poussées successives. Et la biopsie cutanée est importante, pas tant pour montrer le diagnostic de vascularite leucocytoclasique, parce qu'un purpura vasculaire correspond le plus souvent à des lésions de vascularite leucocytoclasique, mais notamment par l'immunofluorescence directe, comme vous pouvez le voir avec l'image en immunofluorescence en bas au milieu, qui va montrer des dépôts d'IgA au niveau de la paroi, également des dépôts de C3, mais donc c'est ces dépôts prédominants d'IgA qui sont importants pour le diagnostic. L'atteinte articulaire, elle n'est pas très spécifique, sauf que quand même, elle va prédominer au niveau des grosses articulations des membres inférieurs, genoux et chevilles. Là encore, il peut y avoir une ou plusieurs poussées. Ce qui est important, c'est qu'elle est non destructrice et que c'est beaucoup plus des arthralgies inflammatoires que des arthrites, mais quand on a des gonflements au niveau des chevilles, c'est souvent quand même qu'il y a une synovite. Alors l'atteinte gastro-intestinale, elle est compliquée parce que sans alarmée, elle doit quand même pousser à la grande vigilance parce que d'une part elle est fréquente, comme vous pouvez le voir sur les données de l'étude IGAVAS rapportée par Alexandra Audemars, dans le cadre d'une étude que nous avions fait au niveau de la France, rétrospective, vous voyez qu'elle concerne 53% des patients, donc c'est un malade sur deux. Souvent, c'est des douleurs abdominales qui sont le plus souvent modérées, pas très importantes, mais il peut y avoir des hémorragies digestives, et parfois des hémorragies digestives mettant en jeu le pronostic vital, voire des perforations, et ces formes très graves chez l'adulte, elles surviennent dans moins de 10% des cas, mais il faut savoir les détecter parce que c'est ce qui fait toute la gravité, en tout cas, de la maladie à la phase aiguë. Concernant l'atteinte rénale, comme je vous le disais, elle est quasiment indistinguable de la néphropathie à IgA. C'est une cause assez rare de glomérulopathie de l'adulte, puisque ça n'excède pas 2% des glomérulopathies de l'adulte. Vous voyez que quand on prend les purpura rhumatoïdes de l'enfant, c'est un peu moins d'un malade sur deux. Quand on prend les purpura rhumatoïdes de l'adulte, c'est selon les études entre la moitié et 3/4 des patients. L'hématurie microscopique est le signe le plus précoce, le signe le plus fréquent. Il n'est pas forcément prédictif d'une atteinte rénale sévère, mais en tout cas, chez l'adulte, vous voyez que 32% des patients, donc un tiers, vont se présenter avec une insuffisance rénale, alors que c'est exceptionnel chez l'enfant. Et ça montre encore une fois la sévérité plus importante de la pathologie chez l'adulte. Alors, cette atteinte plus sévère, dans une revue qu'avait fait Evangeline Pibou, qui est néphrologue à l'hôpital Saint-Louis et qui connaît très très bien la pathologie, vous pouvez voir que, notamment quand on regardait le syndrome néphrotique, là c'était assez équivalent, mais l'insuffisance rénale, vous voyez que c'était 25% des patients dans la population adulte versus 8% chez l'enfant. Il y avait plus d'hypertension artérielle et donc ça témoignait un petit peu quand même de cette sévérité plus importante et de la prévalence plus importante de l'insuffisance rénale dans ces atteintes rénales de purpura rhumatoïde. Alors, les classifications, celle qui a fait quand même date jusqu'à récemment, c'est la classification établie par Evangeline Pibou et Dominique Nochy, qui distinguait 5 stades, le stade 1 à 5, le 5 étant le stade fibreux. Et comme vous pouvez le voir ici, le stade 1 était une glomérulonéphrite mésangiale, avec un petit peu d'épaississement des tiges mésangiales. Les classes 2 avec une glomérulonéphrite segmentaire et focale, une classe 3, une glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse qu'on peut classer en A
ou en B selon la sévérité. Et enfin, la classe 4, quand on a vraiment une glomérulonéphrite proliférative endo-extracapillaire, comme par exemple on voit dans les vascularites associées aux ANCA, avec vraiment des glomérulonéphrites dites à croissant. Et ce qui est important, c'est que chez l'adulte, vous voyez que dans cette étude française IGAVAS, eh bien, sur les 67 biopsies qui avaient pu être analysées, eh bien, il s'agissait d'une glomérulonéphrite endocapillaire segmentaire et focale, donc on peut qualifier de modérée dans la moitié des cas, et quand même 40% des patients avaient une glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse, plus ou moins sévère, et donc qui témoignait quand même eh bien, du caractère très prolifératif, ce qui d'ailleurs explique l'hématurie si fréquente dans cette pathologie. Alors, je vous disais que cette classification, elle faisait référence jusque-là. C'est vrai que dans la néphropathie IgA, qui est quand même donc une pathologie pour le rein très voisine de la vascularité IgA, eh bien, une nouvelle classification qui s'appelle la classification MEST a été développée et validée au cours de la néphropathie IgA, ce qui n'est pas encore le cas dans la vascularité IgA, même s'il y a des travaux qui commencent à être publiés sur le sujet. Et vous voyez que les variables qui étaient associées à un mauvais pronostic rénal, c'est notamment celles qui avaient été sélectionnées, c'est-à-dire l'hypercellularité mésangiale, l'hypercellularité endocapillaire, la glomérulosclérose, l'atteinte interstitielle et également la présence de croissants et donc qui eh bien, sont ces atteintes qui vont se rapprocher plus des glomérulonéphrite de type vascularite ANCA. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'autres manifestations cliniques qui peuvent se voir, assez variées. Peut-être que l'orchiépididymite, notamment comme on peut l'avoir également dans la périartérite noueuse, se voit. Et ensuite, il y a des manifestations qui sont assez rares, comme notamment l'hémorragie alvéolaire, mais dont la sévérité et la gravité font qu'il ne faut pas la négliger parce que c'est un facteur pronostic péjoratif majeur. Biologiquement, ce qu'il faut considérer, c'est qu'au sein des vascularites, à part la cryoglobuline, où il y a la cryoglobuline, et les ANCA, où il y a les ANCA, eh bien, dans la vascularité IgA, il n'y a pas de marqueurs biologiques spécifiques. Il y a cette augmentation des IgA sériques, dans à peu près un cas sur deux, rapporté dans un tiers des cas chez l'enfant. Mais il est difficile d'en faire un marqueur, en tout cas diagnostique, devant l'absence de spécificité de cela. Alors le pronostic de cette vascularite, comme je vous l'ai dit, il est fonction de l'atteinte rénale et de l'atteinte digestive. L'atteinte digestive, c'est le pronostic à court terme. L'atteinte rénale, c'est le pronostic à long terme. Les patients vont, dans un peu moins d'un quart des cas, faire des poussées récurrentes, notamment de purpura, mais parfois également d'atteinte digestive ou articulaire. Les formes plus chroniques chez l'adulte se voient, mais ce n'est pas forcément des formes chroniques d'une grande gravité. Et enfin, comme je vous le disais, l'atteinte pulmonaire à type d'hémorragie alvéolaire, elle est rare, mais quand elle est là, il faut être très agressif sur le traitement car le pronostic est majeur. Et ce qu'on peut dire, c'est que chez les patients qui ont une atteinte rénale, eh bien, le risque d'insuffisance rénale terminale, eh bien, quand même, c'est-à-dire avec un débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min, eh bien, il est de l'ordre de 20% à 5 ans. Et notamment dans la grande étude qu'avait conduit Evangeline Pilbou il y a maintenant presque 20 ans sur 250 patients qui avaient une atteinte rénale de vascularite à IgA, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un tiers se présentait avec une insuffisance rénale au diagnostic. Et à la fin du suivi, avec, bon, certes, des hétérogénéités de traitement, mais des patients qui étaient traités un peu de la même façon, quelle que soit la classe histologique, eh bien, vous pouvez voir que seuls 20% des patients étaient en rémission de leur atteinte rénale, seulement 20%. En revanche, 40% avaient la persistance d'une hématurie ou d'une protéinurie et en gros 35% à peu près avaient une insuffisance rénale, dont 11% une insuffisance rénale terminale. Et les facteurs qui étaient associés en analyse multivariée à cette mauvaise évolution, c'était déjà d'avoir une insuffisance rénale à plus de 120 micromoles de créatinine au départ,
d'avoir une protéinurie à plus de 1 gramme. C'est pour ça que vous verrez dans la partie traitement que c'est le seuil qu'on retient pour éventuellement un peu changer notre stratégie thérapeutique et être un peu plus agressif. Et l'histologie notamment avec le pourcentage de glomérules scléreux ou nécrotiques et également la fibrose interstitielle. Et enfin, juste pour rappeler, même si on parle de vascularité IgA de l'adulte, eh bien quand on prend en charge des vascularités IgA de jeunes adultes qui ont été des enfants avec une vascularité IgA avant, eh bien vous voyez notamment dans cette grande étude qui avait été faite, je dis grande, par la durée de suivi qui était de 24 ans mais qui était quand même des effectifs assez faibles, eh bien que vous voyez que sur des patients qui avaient une atteinte rénale au diagnostic, eh bien quand même un tiers pouvait avoir toujours des signes d'atteinte rénale ou voire même une insuffisance rénale terminale 24 ans après le diagnostic de la maladie. Donc les messages clés en tout cas, c'est que d'une part, la triade arthralgie, purpura vasculaire, douleur abdominale doit faire évoquer le diagnostic. Chez l'enfant, c'est facile. Chez l'adulte, il faut évoquer les autres vascularités également. Que la forme de l'adulte, elle est beaucoup plus rare, mais beaucoup plus sévère. Que l'atteinte digestive, c'est ce qui doit, entre guillemets, vous préoccuper le plus si votre patient a une atteinte digestive lors de la présentation initiale, mais qu'une fois que le cap est passé, c'est surtout pour les patients qui ont une atteinte rénale, eh bien, le pronostic rénal qui doit inquiéter. Et probablement, ce qui est le plus important, c'est que je vous ai parlé de certains facteurs associés à un mauvais pronostic, mais quand même, le maître mot à retenir dans cette maladie, c'est qu'il y a une absence totale de corrélation entre la sévérité initiale ou même le caractère relativement peu sévère initial et le pronostic à long terme. On a des patients qui ont une forme gravissime au départ, qui vont avoir aucune séquelle à long terme, et des patients qui en revanche ont une forme très modérée et qui vont développer des années après une insuffisance rénale terminale. Donc se méfier vraiment de cette pathologie car son évolution est assez peu prévisible et insidieuse. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve après pour le traitement.